merci à tous d'être ici avec nous. Merci à vous qui nous écoutez. Donc, on est ensemble ce matin pour 1 heure et quart à peu près pour discuter des budgets participatifs, réfléchir à ce format comme un vrai levier de transformation au sein des territoires. Et donc, alors je vous propose de commencer avec un petit tour de table pour que vous puissiez connaître les intervenants. Citizen Lab pour ceux qui ne connaissent pas encore l'entreprise que nous sommes. Je vous lance aussi, côté participants, un petit sondage pour prendre connaissance de qui vous êtes. Alors, je viens de le lancer rapidement, n'hésitez, ne vous offusquez pas si je n'ai pas identifié votre rôle parmi les possibles. Ça va vite, c'est génial. Donc, on a une grosse moitié déjà d'agents des collectivités, un bon quart d'élus, quelques consultants, quelques chercheurs et un paquet d'autres, parce qu'en effet, je n'ai pas été exhaustive dans le nombre de métiers qui existent sur la planète. Merci d'avoir répondu. Alors, dans les petites règles aussi de fonctionnement, vous avez plusieurs onglets. Vous avez un onglet questions-réponses, Q&A, sur lequel je vous invite à poser toutes vos questions. Sur cette session, on va être dans un échange beaucoup plus interactif avec des temps d'échange plus fréquents pendant la discussion. Et puis, une fonctionnalité de chat dans laquelle vous pouvez vous présenter. N'hésitez pas à partager qui vous êtes si vous avez envie de le faire, commenter, etc. Donc, on va bien distinguer ces deux aspects. Et c'est Simon de Citizen Lab qui nous aidera aussi à prendre les questions tout au cours de la session. Très rapidement, donc Citizen Lab, nous, on est un prestataire Civic Tech qui met à disposition des plateformes de démocratie participative clés en main pour les collectivités, principalement des villes. Et on a vraiment un triple objectif, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est de vous appuyer vraiment dans une meilleure représentativité et davantage de citoyens qui vont dialoguer avec vous dans la prise de décision publique locale. On vous appuie beaucoup dans la gestion des contributions. On vous facilite vraiment l'échange, la transparence que vous pouvez avoir avec les citoyens. Et in fine, l'objectif, évidemment, c'est que vous bénéficiez d'un véritable outil de pilotage qui vous permet de prendre les bonnes décisions au bon moment, étayées par les besoins réels des citoyens. Donc, très vite, voici l'étendue des possibilités du côté usager. Donc, on peut, sur la plateforme, répondre à des questions, des enquêtes. On peut proposer des idées, allouer un budget. Évidemment, c'est très pertinent dans le cadre de ce matin. Commenter, discuter, participer à des ateliers en ligne. On abordera, je pense, la question de la délibération et de l'échange oral aussi dans la matinée. Voter, se porter volontaire pour mobiliser aussi les habitants dans la mise en place réelle des projets. Et donc maintenant, le plus intéressant, présentation de nos intervenants. Donc on est aujourd'hui avec la ville de Rueil-Malmaison. J'ai avec nous donc Charlotte Guizelin, qui est chargée du développement de la démocratie participative numérique, et Laurent Davrincourt, qui est directeur du pôle cadre de vie à Rueil. Par ailleurs, on a la chance aussi d'être avec Julie Jaffré, qui est consultante senior spécialisée en concertation chez KPMG Service Local, service public local. Si vous avez un petit mot à rajouter, je vous laisse la parole. Non, bonjour à tous. Bonjour à tous et ravie d'être là pour partager cette expérience avec vous. Bonjour à tous. Super. Et puis Simon, que j'ai présenté pour ceux qui n'étaient pas là, mais qui nous appuiera aussi tout au long de cet échange. Alors, pourquoi aussi KPMG? On a coécrit un guide sur le budget participatif il y a de ça déjà quelques années, mais qu'on a mis à jour récemment. Donc, on travaille aussi avec un réseau de consultants spécialisés en concertation, en politique publique, dans le cadre de notre accompagnement des villes sur la partie donc, plateforme, mais aussi sur la partie stratégique. Et c'est aussi pour ça que Julie nous apportera son expertise sur la partie très méthodologique du budget participatif aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je peux peut-être juste préciser qu'en effet, KPMG secteur public est partenaire en effet de Citizen Lab et intervient dans l'accompagnement des collectivités dans bien l'élaboration et la mise en œuvre de leur politique publique. Et on met un point d'intérêt important à pouvoir justement vous accompagner dans l'élaboration de ces politiques publiques en associant donc les citoyens tout au long de la démarche de construction de la politique
publiques. Voilà, on conçoit la construction des politiques publiques par en effet eh bien, la concertation et la participation citoyenne est primordiale aujourd'hui dans cette construction. Donc, on développe des outils pour accompagner les collectivités dans ce sens. Merci. Merci Julie. Et puis, alors, un petit point sur l'agenda qui va nous occuper ce matin. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un temps d'échange en 3 temps. Donc, une première partie vraiment méthodologique et avec une présentation de l'expérience de la ville de Rueil-Malmaison. Après, on ira vraiment se questionner sur tout ce qui est défis et conseils pour surmonter vraiment tout ce qu'on aura pu identifier comme étant difficile aujourd'hui dans la mise en place des budgets participatifs. Et ensuite, sur une ouverture et réfléchir vraiment ensemble à la façon de transformer l'outil budget participatif pour modifier vraiment la façon de faire la ville, faire les territoires, l'utiliser comme un vrai levier de transformation, qui était le titre du webinaire aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est que sur chacun de ces temps, on ouvrira un long moment d'échange avec la salle, où vous pourrez donc poser toutes vos questions dans le chat. On essaiera, tant que faire se peut, de les regrouper et d'y répondre tout au long de la séance. Hop. Alors peut-être pour commencer, c'est toujours bien de cadrer un peu les échanges. C'est quoi, Julie, un budget participatif? Alors oui, tout à fait. Juste pour bien cadrer les échanges, même si peut-être certains d'entre vous ont déjà, je pense, mis en place un budget participatif, mais c'est toujours important de repartir sur le même niveau d'information. Donc un budget participatif, c'est un outil de démocratie participative qui consiste à allouer une partie du budget d'investissement d'une collectivité à des projets d'intérêt général qui sont proposés, élaborés et votés par les citoyens. Voilà, donc on est vraiment sur ce dispositif-là, donc une enveloppe budgétaire qui est mise à la disposition donc des habitants pour proposer des projets et puis ensuite voilà les mettre en place. Donc c'est un dispositif qui là on commence à avoir un petit peu de recul finalement sur ce dispositif-là puisque alors historiquement c'est vrai que ça a été plutôt développé en Amérique latine donc en 1989-1990, mais en France c'est arrivé voilà, dans les années 2000 et on voit vraiment depuis 2014 un regain, en tout cas une progression très importante du nombre de collectivités qui ont mis en place des budgets participatifs. Certaines d'entre elles, peut-être vous êtes également présents, sont à leur 3e, 4e, voire 5e édition de budget participatif. Donc voilà, c'est un outil où on commence à avoir du recul de par leur mise en place sur le territoire français. Et donc, c'était aussi l'occasion de pouvoir faire le point justement sur ces quelques années de mise en place et voir comment ce budget participatif, là, sur le prochain mandat, va pouvoir être mobilisé par les collectivités également. Voilà. Merci pour l'introduction. En fait, ce qu'on pourrait faire très rapidement, en effet, c'est de réfléchir à la façon dont, en général, on structure un budget participatif pour tout de suite aller dans le cas concret de la ville de Rueil-Malmaison en 2019 et comprendre un peu comment vous avez, vous, concrètement mis en place la méthode. Donc, en général, on peut structurer un budget participatif de toutes les manières possibles. En fait, il n'y a pas une recette magique, il y a différentes manières de l'orchestrer. En général, on va se faire succéder une série de phases qui sont listées en bleu, là en dessous, depuis évidemment une phase de préparation jusqu'à de la mise en place, en passant par la collecte de propositions des citoyens, une phase d'analyse avec les services, le vote, la mise à disposition des résultats. Et les objectifs qui sont poursuivis peuvent être assez différents d'un contexte à l'autre. Donc, vous les voyez ici en rouge, ce sont en fait des objectifs qui peuvent être assez soft, c'est-à-dire on n'est pas uniquement en recherche de mise en place d'un projet concret, mais aussi de création de liens, de création de confiance, de compréhension mutuelle, de légitimisation aussi de l'action publique locale. Et donc, ce que je vous propose là, Laurent et Charlotte, c'est nous expliquer un peu plus concrètement comment vous avez pu orchestrer ça en 2019, avant même de partir sur les leçons et les apprentissages que vous avez pu en tirer. D'accord. Bah, écoutez, nous, la plateforme citoyenne Citizen Lab, nous l'avons. On a une histoire assez longue sur la participation citoyenne, puisqu'au niveau de la ville de Rueil, nous avons depuis. C'est une ville de 80 000 habitants de l'ouest de Paris. Nous avons des conseils de quartier depuis 1983.
Donc, on a bien vu qu'aujourd'hui, tous ces dispositifs étaient en baisse de régime et qu'il fallait s'ouvrir à une autre forme de participation citoyenne. C'est dans ce cadre que nous avons engagé une démarche numérique avec Citizen Lab et qu'en 2018, nous avons souhaité organiser un budget participatif. À l'époque, nous avions fait un benchmark de ce qui se faisait partout en France. Et c'est vrai qu'on s'était rendu compte que chaque ville avait adapté les différents dispositifs, le budget participatif. Et nous, alors si on était persuadé au moment où nous avons organisé le budget participatif que c'était un vrai potentiel pour pouvoir élaborer les politiques publiques, pour pouvoir vraiment faire participer les citoyens à changer, à nous aider à l'aide à la décision politique, on l'a d'abord vu dans un premier temps comme un outil pour pouvoir développer l'engagement citoyen, pour pouvoir accrocher un nouveau public et pour pouvoir les rapprocher de notre action, les rapprocher des politiques. Ah, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Ah, excusez-moi, parce que moi j'ai l'image qui a sauté, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, ça va certainement revenir. Ah voilà, ça y est, c'est revenu. Oui, donc je disais, on le voyait vraiment comme un outil pour pouvoir nous aider à approcher, à accrocher un nouveau public et les engager dans une démarche d'engagement citoyen, en sachant que nous étions rendus compte que ce qui était vraiment important, c'est de savoir où on en était en matière de démocratie participative. Au niveau, à Rueil-Malmaison, où en était la population. Nous, on était dans un système où nos habitants étaient plutôt consommateurs. Et la volonté du maire, c'était effectivement de faire en sorte qu'ils deviennent acteurs de leur ville. Et dans ce cadre, le budget participatif nous permettait de pouvoir les engager dans une direction où, de manière très, très, très simple, très rapide, ils pouvaient concrétiser des projets qui venaient directement de la population. Donc pour nous, vraiment une possibilité en quelques mois de leur montrer qu'en s'investissant au niveau de la ville, ils pouvaient concrétiser des projets rapidement, mais toujours en gardant l'objectif de se dire que la volonté de notre budget participatif, c'était d'aller beaucoup plus loin, bien évidemment. C'était vraiment de pouvoir les faire s'engager au niveau des politiques publiques. Et on a même, et ça on en parlera tout à l'heure, des perspectives qui sont bien plus ambitieuses que ça. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Charlotte, peut-être pour vous expliquer comment nous l'avons mis en place de manière opérationnelle et de manière très simple sur la plateforme Citizen Lab. Voilà, donc Charlotte. Oui, alors juste un petit correctif là sur les résultats, je vois la slide, c'est pas 3000 visiteurs, mais 30 000 visiteurs qu'on a eu sur la page. Donc c'est pas pareil, mais c'est pas grave. Donc voilà, en fait, donc nous on a mis notre premier budget participatif du coup en 2019. Et donc, du coup, on a mis en place sur la plateforme Citizen Lab qui nous permettait, de par leur fonctionnalité, de le mettre en place. C'était une réelle envie et c'est ce qui nous a permis aussi voilà, d'avancer avec Citizen Lab. Donc, du coup, on a réfléchi bien en amont comment on allait mettre en place ce budget participatif. Pour nous, le point indispensable et qui s'est vu et remarqué, c'est la communication. La communication, sans une bonne communication pour un budget participatif, clairement, ça ne marchera pas. Donc, nous, on a fait une grosse communication en amont, avant même de lancer le budget participatif, sur de l'affichage, sur les réseaux sociaux, sur les écrans de la ville. Voilà, on a fait une grosse com pour annoncer le budget participatif qui allait arriver. Donc, cette com, on l'a organisée à peu près du 1er mars au 14 mars, pendant 15 jours en amont du budget participatif. On a lancé donc notre budget participatif, on avait une enveloppe de 200 000 € allouée à ce projet et on avait établi bien sûr des règles bien définies qu'on avait cadrées en amont, qui étaient bien annoncées en amont sur la plateforme, donc ce qui pour moi fait partie aussi d'une communication importante pour éviter on ait des questions qui fusent dans tous les sens, qu'on ait des questions du type oui mais c'est l'argent de nos impôts. Non, voilà, tout ça, on y a répondu en amont sur la page d'information du budget participatif. Donc ça c'est vraiment une phase indispensable. La deuxième phase, elle a eu lieu du 15 mars au 30 avril.
Donc, c'est une phase là un petit peu plus longue, hein. On est parti sur 1 mois, enfin 45 jours à peu près, une phase de dépôt d'idées par catégorie. Donc, on avait pris le parti de faire plusieurs catégories. On avait fait une catégorie espace vert, une catégorie aménagement des espaces publics, une catégorie loisirs et une catégorie divers. Donc voilà, donc là, sur cette phase-là, on a récolté 167 idées, hein. Donc, il faut savoir que dans ces 167 idées, des projets recevables, on en a eu 49. Alors, pourquoi des projets recevables? Parce que ça rentrait dans le cadre du budget participe qu'on avait vraiment cadré en amont. Après, il y a des petits projets qui se sont faits naturellement parce que c'est des projets qui ont intéressé le maire et de fait, il a décidé de les faire, mais en dehors du budget participatif, hein. Donc, il y a eu 49 projets recevables et du coup, il y a eu seulement 24 projets hors budget. Donc, ça c'est important de le préciser parce que c'est mine de rien, avec une bonne communication en amont, on arrive à cadrer les projets et du coup, les gens ne partent pas dans tous les sens avec des projets qui ne correspondent pas du tout au budget participatif qu'on s'était imaginé en amont. D'où la bonne communication, je reviens là-dessus parce que c'est vraiment, vraiment important et on s'en est bien rendu compte. Donc, on a eu une troisième phase ensuite qui était du 1er mai au 15 mai, où du coup, on a eu cette phase d'analyse où en fait, tous les services de la ville, on s'est réunis, on a étudié tous les projets sur leur faisabilité et on a vérifié si les conditions de participation du coup étaient bien respectées. Puis, la quatrième phase, c'était le vote sur les projets. Et du coup, cette phase s'est organisée du 16 mai au 31 mai. Donc, pour vous donner des chiffres un peu concrètement, sur les idées, donc on en a eu 167, on a eu 470 commentaires et on a eu 2440 votes sur les projets dans la phase de, on va dire, de dépôt de projet, hein. Donc ça, c'est en amont. Une fois qu'on a décidé les projets qui étaient recevables, on les a soumis au vote. Et donc là, à l'époque, sur Citizen Lab, il n'y avait pas encore où c'était les prémices de France Connect. Donc, on n'avait pas pris ce parti-là de faire le vote sécurisé par France Connect. C'était une vocation de la ville, hein. On est passé par Orange, le blockchain d'Orange. Et là, grosse erreur de notre part parce que ça a freiné énormément de personnes. Pour vous faire un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas un peu la blockchain, voilà, c'est une application qu'il faut télécharger en amont sur son téléphone portable. Il faut rentrer des coordonnées, donc sa carte d'identité, pas mal de données personnelles, on va dire. Et donc, du coup, ça a freiné énormément de personnes. Et donc, du coup, là, c'est une erreur, une des erreurs. Donc, Laurent reviendra dessus par la suite, hein, mais qu'on a analysée et sur laquelle on ne refera pas sur notre prochain budget participatif. Et donc, du coup, on n'a eu que bon, c'est déjà pas mal, mais 420 votes, là, le blockchain. Mais je suis persuadée qu'on aurait pu en avoir beaucoup, beaucoup plus s'il n'y avait pas eu ce frein de votation, on va dire, de cette application blockchain. Donc voilà, j'ai expliqué un peu les différentes phases. De là sont ressortis 8 projets qui ont été concrétisés sur la ville. Donc, je ne sais pas si on en reviendra peut-être après sur des exemples concrets. Laurent vous expliquera un des projets notamment qui s'est mis en place, qui a vraiment fonctionné, donc qui s'est déployé sur toute la ville. Donc, il vous en parlera par la suite. Mais 8 projets qui ont été votés et qui ont été réalisés, alors dans un temps plus ou moins long, parce que malheureusement, le Covid est venu s'immiscer à la fin de notre budget participatif. Mais voilà, on a réussi. Voilà. Merci Charlotte pour la séquence. En fait, j'ai pris le parti, et ce n'était pas forcément une super idée, de faire défiler les slides de Julie aussi sur la structuration classique d'un budget participatif qui montre quand même que vous avez pas mal respecté en fait cette structure. Je ne sais pas si Julie, tu veux rebondir avant qu'on repasse la parole à Laurent, peut-être pour préciser un peu les thématiques et le contenu du budget participatif. Oui, tout à fait. C'est vrai que, bon, mais du coup, c'est bien, je pense que tu as passé les slides, ça permettait aussi de suivre un petit peu les différentes étapes, mais en effet, vous êtes rentré dans les étapes en effet classiques qui
qu'on recommande pour la mise en place en fait de budget participatif. Donc, et on voit bien, là j'ai noté déjà quelques petits éléments en effet sur les enjeux qui sont ressortis, mais c'est vrai qu'on y reviendra tout à l'heure. Je pense que le point primordial, c'est la communication et le travail autour de la notoriété et de l'appropriation et de ce budget participatif. Expliquer aux citoyens qu'est-ce qu'un budget participatif. Je pense que voilà, ça c'est primordial. J'y reviendrai aussi tout à l'heure en vous donnant quelques exemples d'autres collectivités aussi qui ont essayé de travailler ce volet-là. Mais voilà, je suis d'accord. Et puis sur le deuxième point que vous évoquiez aussi sur voilà, cette petite erreur par rapport à l'application. En effet, c'est peut-être un point qui sera intéressant à retravailler. Peut-être que d'autres collectivités ont rencontré aussi ces difficultés-là. Peut-être on va pouvoir en discuter un petit peu plus précisément pour voir comment dépasser cette difficulté. J'avais peut-être une question. Est-ce que les votes ont été uniquement sur la plateforme ou est-ce qu'il y a eu d'autres formes? Est-ce que les citoyens ont pu voter d'une autre manière, du coup? Alors, non, on s'est limité à l'application blockchain, D'accord. ce qui a Ok. été, comme on vous l'a dit, une erreur. Alors, il faut savoir que si nous avions décidé d'utiliser la blockchain, c'est parce que le budget participatif étant un budget qui est alloué sur les deniers publics, on voulait une transparence totale et montrer que effectivement les votes étaient bien justifiés et que l'utilisation de l'argent était bien justifiée. Mais voilà, on se rend compte aussi que c'était au détriment de la facilité d'utilisation et qu'aujourd'hui, c'était peut-être encore un peu tôt pour mettre ce genre de dispositif. Il aurait fallu peut-être travailler sur quelque chose d'un peu plus simple comme France Connect ou des choses comme ça, mais la blockchain, c'était encore trop tôt et trop complexe pour pouvoir fonctionner. Oui, Vous avez c'est parlé possible. voilà, donc, alors bien sûr, on vous rejoint, on vous l'a dit, hein, sur la communication. Vous parlez de pédagogie, oui, effectivement, il faut faire une grosse pédagogie pour pouvoir faire fonctionner un budget participatif. Alors, il y a effectivement, nous, on avait identifié 3 axes essentiels pour la réussite de notre projet. C'était effectivement la communication, on ne va pas revenir dessus. On avait parlé du cadre. Oui. C'était très important de bien cadrer le budget participatif sur ce que nous souhaitions, ce que la population devait en retenir. Et pour ça, on a mis effectivement en place une charte précise qui pouvait cadrer effectivement l'action. Mais au-delà du cadre opérationnel, il fallait aussi s'accorder sur l'orientation que nous donnions à notre budget participatif, parce qu'il aurait pu être tout autre. Hein. Pour être honnête avec vous, la première orientation que nous avions souhaité, c'était de faire un budget participatif qui ne nous donnait pas une enveloppe budgétaire, mais on souhaitait travailler sur le budget de la ville, en réalité sur les économies que devait effectuer la ville de Rueil, puisque comme beaucoup de villes en France, nous étions confrontés en 2019 au besoin de faire beaucoup d'économies. Et voilà. Et qui voulait dire économie disait qu'on enlevait un certain nombre de services proposés par la ville et on voulait, afin de ne pas trancher et obtenir l'adhésion des Rueillois, de faire choisir les économies et les services que nous allions enlever avec la population. Sauf que on n'était pas encore prêt parce que la culture démocratique sur la ville n'était pas encore prête au niveau des citoyens, mais également au niveau de nos élus. C'est très important, je le dis, la mise en place du budget participatif ne peut se faire que quand nous avons des élus qui sont prêts à l'accepter. Parce que là, effectivement, on donne un poids de décision, entre guillemets, à la population. Et voilà, c'est quelque chose qui arrive un peu dans toutes les collectivités. Nous, on est parti de loin, mais aujourd'hui, on est arrivé… ça a donné, alors, c'est un budget qui a donné de la confiance aux citoyens, mais ça a aussi donné beaucoup de confiance à nos élus. Beaucoup étaient sceptiques. Aujourd'hui, ils sont tous persuadés que le budget participatif est un vrai outil de participation citoyenne et un vrai levier pour les politiques publiques. Donc pour construire les politiques publiques. Oui. Voilà, pour les construire, tout à fait. Je rajouterai aussi pour la communication, le troisième axe que nous avions identifié, c'était aussi l'importance du suivi des projets. La communication forte pour que le budget participatif dans son lancement, dans sa tenue, puisse fonctionner, il est au moins aussi important que la suite des projets, la concrétisation des projets, qu'on communique fortement dessus pour que les citoyens se rendent compte que ce n'est pas quelque chose en l'air, c'est quelque chose qui a fonctionné
et c'est quelque chose qui a marché. Et voilà, et dans le cadre d'une future édition ou d'une future édition qui aille encore plus loin, c'est vraiment essentiel de communiquer sur les résultats. Voilà. Tout à fait. Alors, Je vous rejoins. En effet, je crois que Mélissa, certains participants demandaient à revoir les slides des étapes. J'ai cru voir une petite question là-dessus. On pourra peut-être repasser. Mais en effet, une des premières étapes qu'on avait mis, justement, c'était cette idée eh bien, de la décision politique. C'est-à-dire, voilà, déjà dans un premier temps, c'est de se fixer avec les élus du territoire eh bien, les objectifs de ce dispositif. Est-ce que c'est pour développer des nouveaux projets? Est-ce qu'en effet, c'est pour essayer de travailler sur peut-être des économies de territoire? En effet, on comprend la situation des collectivités aujourd'hui, donc ça peut être aussi un objectif, et d'associer aussi les citoyens, ça c'est très important, à eh bien, ce fonctionnement et ces réalités des collectivités territoriales. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est assez important. Donc, en effet, voilà, c'est une des premières étapes. Je vous rejoins dans ce travail-là. La deuxième, en effet, la définition du cadre qui est primordial. Un budget participatif, en effet, requiert un gros travail de transparence auprès donc des citoyens, donc de bien préciser qui est concerné par ce budget participatif, quel est le champ voilà, d'application, c'est-à-dire les thématiques qui sont abordées, le type de projet. Ça, c'est important. Le budget, je crois qu'il y a eu une question juste avant également sur pourquoi budget d'investissement et pas budget de fonctionnement. Alors, c'est vrai que on voit bien sur les budgets participatifs, principalement, c'était du budget d'investissement. Pour vous, Rueil Malmaison, c'était également sur le budget d'investissement, du coup, alors, le budget? oui, pour la première édition, puisqu'il fallait qu'on cadre ça et qu'on ne savait pas trop où on allait, on s'est bloqué sur le budget d'investissement, mais on se laisse ouvert la possibilité pour la prochaine édition, dans un certain cadre, d'accepter un budget de fonctionnement. Oui. Oui, tout à fait. Il y a quelques collectivités, en effet, qui commencent à aller un petit peu sur le budget de fonctionnement. Mais c'est vrai qu'historiquement, on voit que la majorité des collectivités sont parties sur le budget d'investissement. Donc, Si je peux aller dans voilà, cette principalement. ordre d'idée, là, nous sommes tous dans le même contexte Covid, avec tous des inquiétudes pour l'avenir et sur le lien social. La ville va s'engager dans un appel à projet pour justement faire un appel à projet sur des initiatives pouvant recréer du lien social dans nos quartiers en particulier. Et donc, de ce fait, on l'ouvre aux associations, cet appel à projet, et on réfléchit justement à le monter sous forme de budget participatif. Donc, on sera dans l'obligation de l'ouvrir à un budget de fonctionnement, puisque les associations, elles, ce qu'elles vont vouloir surtout, c'est ce budget-là. Tout à fait. Merci à tous. Sur cette première partie, j'aurais voulu juste voir, voilà, si peut-être très rapidement, Julie, on peut terminer, si tu as des choses à compléter sur les étapes clés, et vraiment passer la parole à Simon, qui va nous partager les questions qui sont vraiment des questions de précision sur le budget qui a été mis en place en 2019 ou sur cette méthodologie-là, pour qu'ensuite, après, on aille triturer un peu ces défis que vous avez commencé à mentionner tous les trois, ces défis de mobilisation, de communication, et qu'on réfléchisse ensemble au type de conseils qu'on peut donner donc aux participants. À 70%, je ne sais pas si vous avez vu passer le petit sondage, les participants là aujourd'hui n'ont pas mis en place, n'ont pas l'expérience d'un budget participatif. Donc je pense que c'est intéressant de le savoir. Pour ceux qui en ont déjà eu l'expérience, n'hésitez pas aussi à partager vos conseils et remarques évidemment dans le chat. Donc peut-être du coup, je vais peut-être juste rappeler un peu les différentes étapes, si en effet il y a une majorité de collectivités qui n'ont pas mis en place de budget participatif. Donc retenez voilà, cette idée de déjà dans un premier temps savoir pourquoi vous souhaitez mettre en place un budget participatif. Ça, c'est quelque chose qui est important, primordial avant de se lancer dans un budget, et le définir avec les élus. Définir le cadre, donc en effet mettre en place un règlement, écrire un règlement, une charte du budget participatif, où vous évoquez dans ce règlement le budget qui est alloué, le calendrier, les publics qui peuvent être
voilà, qui peuvent proposer donc des projets et qui pourront voter, les modalités de vote, voilà, vraiment cadrer et définir un règlement. Alors, il y a certaines collectivités, c'est assez intéressant, qui co-construisent ce règlement avec des habitants, des citoyens. Donc, c'est aussi une façon d'impliquer les habitants et les citoyens dans l'élaboration de ce dispositif. Donc, le cadre est très important. Ensuite, il faut en effet lancer l'appel à candidature, l'appel à projet, et c'est là où la communication est essentielle. Il y a en effet, on pourra y revenir, mais certaines collectivités qui ont mis en place une communication assez parlante, assez voilà, dynamique. Je vous invite à aller regarder ce qu'a fait les villes d'Annecy ou de Lanester. Lanester est parti sur une communication très humoristique de la démarche. Donc, c'est vraiment une sensibilisation qui est assez importante à mettre en place. Je pense à la ville de Rennes aussi qui a travaillé, alors qui n'est pas à son premier budget participatif, hein, on est à la 5e édition, mais qui a travaillé sur des petites vidéos explicatives sur justement la plateforme de participation en ligne, des petites vidéos explicatives sur ce qu'est un budget participatif, des témoignages, des retours d'expérience aussi de personnes qui avaient proposé un budget participatif et qui témoignent de comment s'est passée leur expérience à eux. Donc, c'est un moyen aussi de communiquer et de montrer à voir un petit peu ces éléments. Si vous avez déjà mis en place un budget participatif ou pas, vous pouvez aussi donner des exemples, parce que souvent les citoyens, en fait, la difficulté, c'est qu'ils ne savent pas s'ils sont légitimes pour proposer un budget participatif, pour proposer un projet. En fait, ils ne voient pas exactement quel type de projet ils pourraient proposer. Donc, leur donner des exemples de projets qui pourraient être réalisés, ça, c'est aussi important, de leur donner à voir des exemples, voilà, et ça peut être en effet pertinent. Donc, je pense notamment à Rennes qui a travaillé là-dessus. Voilà. Je t'invite juste à aller sur la méthodo et puis après Oui. tous les conseils, bon, c'est pas grave. Oui, on y reviendra. Parce que les conseils un peu précis, s'il te plaît. Tout à fait. Tout à fait. On en était juste à la partie Oui, donc à projet. Enfin, je voulais juste repasser les slides très rapidement pour ceux qui les ont bien vus tout à l'heure. L'étape 3 pour favoriser l'émergence d'idées. Voilà. Cette étude de faisabilité aussi qui pose question. Je pense que c'est un des sujets dont on pourra discuter juste après. Vraiment la question de la recevabilité, la faisabilité technique, économique, politique. On en a parlé également, Charlotte et Laurent pose parfois question. Et puis pour terminer, voilà, la campagne d'information grand public, si on ne l'a pas suffisamment fait avant ou que c'est un moment clé aussi pour avoir suffisamment de votes dans la dernière phase. Je te laisse terminer. Les modalités de vote, en effet, organiser le vote, donc soit via une plateforme numérique ou ça peut être aussi un vote qui se fait en papier avec des boîtes à idées et des temps dédiés au sein de la ville pour voter, hein, donc pour que les citoyens se déplacent et votent soit en papier, soit en numérique, avec des bureaux de vote dédiés ou itinérants. Et puis derrière, la réalisation des projets. Ce qui est important, c'est de communiquer sur la réalisation des projets, montrer à voir, voilà, ce projet-là a été mis en place dans le cadre du budget participatif et bien sûr, l'évaluation qui est quand même assez importante une fois que vous avez mis en place votre premier budget participatif pour enchaîner sur les prochains. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que, Simon, on trouve des questions de précision sur vraiment cette première expérience de Rueil, des questions qui… Oui, il y a beaucoup de questions justement liées au vote notamment. Il y a pas mal de gens qui s'interrogent sur alors pourquoi vous n'avez pas voté directement sur la plateforme, pourquoi est-ce que, enfin, quelle application vous avez utilisée et pourquoi vous l'avez utilisée. Est-ce que vous pouvez parler aussi de France Connect et des avantages ou des inconvénients de France Connect? Alors, on voulait faire effectuer le vote, c'était notre proposition au niveau du service de le faire, parce que cette histoire de facilité d'action était pour nous primordiale. On souhaitait faire le vote sur la plateforme. Le choix de le faire par la blockchain, qui n'était pas proposé, il n'y avait pas de système sécurisé proposé à l'époque par Citizen Lab pour le vote, ce qui est le cas aujourd'hui avec France Connect, je crois, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et cette volonté était venue de certains élus qui souhaitaient effectivement qu'on puisse sécuriser l'utilisation des données publiques, encore une fois. Mais nous n'étions pas prêts, voilà, tout simplement. Et les citoyens pouvaient voter seulement pour un projet ou pour plusieurs projets? Comment ça marchait? Il y avait des choix d'importance? Voilà. Alors, l'avantage de l'application blockchain que nous avons utilisée, c'était que chaque citoyen pouvait voter
une fois et une seule fois, et ils pouvaient voter dans chaque catégorie, parce que nous avions fait des catégories et ils pouvaient voter. Et on a extirpé les deux meilleurs projets par catégorie. Et l'avantage du blockchain, c'est que les gens voyaient à la fin du vote, les résultats étaient officiels et ouverts au public immédiatement. Et il y a aussi d'autres questions sur l'accompagnement et la collaboration donc dans vos projets. Est-ce que vous avez travaillé avec d'autres communes? Est-ce que vous avez travaillé avec des associations? Il y a des questions aussi sur le financement. Est-ce que vous avez fait des levées de fonds pour financer ces projets, ou est-ce que c'était financé par la commune? Non, vu que c'était vraiment un premier budget, c'était une enveloppe qui nous avait été allouée par la municipalité. Alors nous n'avons pas travaillé avec d'autres, nous n'avons pas été aidés non plus. Nous avons fait un benchmark, on a regardé ce qui se faisait ailleurs et surtout on a adapté des dispositifs à ce qui se faisait à Rueil au niveau où nous en étions. Voilà, on a fait quelque chose de clé en main, adapté à la ville. C'était vraiment pour nous une expérience. C'est pour ça qu'on a souhaité qu'elle soit le plus simple possible. Et ça nous a apporté beaucoup d'ailleurs d'indications pour les prochaines éditions. On avait par exemple fait le choix de laisser la possibilité, pour que ce soit le plus simple possible à la population, d'émettre des idées. En réalité, ce n'était pas des projets, c'était juste des idées. À la base d'un budget participatif, vous proposez un projet qui est un peu ficelé. Là, les Royois proposaient des idées qui étaient étudiées, et c'était les services de la ville qui étudiaient le projet pour sa mise en œuvre, sa faisabilité technique, sa faisabilité financière, qui le budgétait, ainsi de suite. C'était les services, donc il y a eu un réel appui. C'est pas le souhait que nous voulions au début. Ce que nous voulions, c'était vraiment à la base des projets, que les citoyens porteurs de projets puissent aussi, à un moment donné, sur la ville, sur une exposition, proposer les projets, que les gens qui ne sont pas sur le numérique puissent aussi venir voir les projets au centre-ville, regarder et voter de manière aussi peut-être physique et pas numérique. Voilà. Mais encore une fois, c'était notre premier budget participatif et il fallait qu'on fasse quelque chose le plus simple, accessible possible, et ce qui a été le cas et ce qui a été aussi la raison du succès. Mais du coup, on a accroché le public aujourd'hui. Aujourd'hui, et on avait fait, nous, sur des sondages, on a bien vu que c'était quelque chose qui avait marqué les esprits et que sur la prochaine édition, même si on rend l'accessibilité un peu moins facile, si on va un peu plus loin dans la démarche, ça fonctionnera parce qu'il y a déjà cette accroche d'effectuer. Donc, on y a été par étapes. D'accord. Et il y a une autre question aussi, peut-être pour une précision. Est-ce que les mineurs pouvaient proposer et voter sur des budgets? Alors, c'était tous les Rueillois âgés de minimum 16 ans. Bon, on s'est beaucoup posé la question par rapport à ça. Qu'est-ce qui a joué en la faveur de l'ouverture aux mineurs de 16 à 18 ans? Déjà, la blockchain. Voilà, c'est clairement, c'était nous proposer qu'à partir de 16 ans. Et puis, on s'était dit qu'on réfléchirait peut-être à un budget participatif qui soit spécifique justement pour les mineurs. Ça pouvait être un axe. Aujourd'hui, l'orientation que nous avons prise, nous, c'était toucher surtout un public. Ce qui nous manque dans la participation citoyenne, c'est ce public de 18-30 ans. Donc, voilà, c'était notre cible privilégiée. Et je rebondis aussi sur les questions, là, sur cette première partie de la discussion qui concerne peut-être davantage CitizenLab et KPMG, des questions sur l'accompagnement. Donc, je pense que sur la partie, aujourd'hui, un budget participatif est rarement 100% en présentiel. C'est très compliqué à gérer. Donc, il est certain qu'une collectivité va être accompagnée par un prestataire de Civic Tech pour la partie numérique. Mais il n'y a pas que le numérique. Et donc, je laisse la parole à Julie peut-être sur cet aspect-là. Qu'il y a en effet pas que le numérique. En effet, les plateformes de participation citoyenne sont très utiles justement pour faire une communication large, grand public. Et puis, voilà, ça permet d'avoir des facilités aussi, du coup, à la fois dans la communication et dans le vote. Mais il ne faut pas oublier la fracture numérique, bien sûr, et les publics qui sont aujourd'hui parfois en difficulté pour accéder à l'outil numérique. Et donc, de ce point de vue-là, en effet, il est important
important que vous puissiez aussi avoir une communication de terrain et puis permettre au public de pouvoir justement découvrir les projets autres que via le numérique. Donc, par exemple, il y a des collectivités qui, alors déjà, qui ont mis en place une communication hors les murs pour aller informer les habitants, les citoyens de ce dispositif et de leur possibilité de proposer un projet. Une fois que les projets ont été proposés, il y a des collectivités qui ont mis en place aussi des temps de présentation en fait, des projets par les porteurs de projets eux-mêmes. Donc ça, c'est aussi des temps qui sont importants puisque les habitants peuvent venir voir les porteurs de projets, les découvrir et se rendre compte que ce sont des habitants comme les autres et qui proposent un projet. Et puis sur le vote également, laisser la possibilité, alors avec un système peut-être de contrôle en effet, mais laisser la possibilité en effet de permettre aux gens de venir voter via un vote papier pour ceux qui n'ont pas accès à l'outil numérique. Voilà. Oui, tout à fait. On en arrive maintenant, je ne sais pas si tu me rejoins, Simon, je regarde les questions qui restent. On est vraiment sur des sujets qu'on peut traiter dans cette partie davantage conseil. Donc, je vous propose de prendre un regard un peu critique maintenant. Enfin, vous l'avez déjà fait, Laurent et Charlotte, sur ce qui n'a pas marché. On a déjà pas mal parlé de la question du vote, ce qui a été difficile ou quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés. J'aurais aimé peut-être ouvrir la danse avec cette question de mobilisation du politique, mobilisation interne, qui fait le lien avec la mobilisation des habitants dont Julie vient de parler sur la partie communication. Est-ce que ça a été un défi, une difficulté pour vous, cette mobilisation-là? Alors, la mobilisation citoyenne, j'ai envie de vous dire pas du tout. Alors, c'est vrai, vous avez raison, le fait de faire appel à un cabinet de consulting aurait été intéressant. On a la chance sur la ville de Rueil d'avoir un service communication assez fort et des moyens qui sont aussi disposés pour le faire. Donc, ça a été relativement simple pour nous parce qu'on a fait du matraquage pendant 15 jours, il faut être clair. Vous ne pouviez pas faire 100 mètres sur la ville sans voir un panneau budget participatif. Nous avons fait des antennes, nous avons fait des points d'accueil avec des tablettes où on expliquait ça aux gens sur les marchés, ainsi de suite. Donc, on a fait une grosse campagne de communication qui fait que la mobilisation citoyenne, elle a été bien perçue et les gens ont trouvé ça super. Et puis, soyons clairs, le budget participatif, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Donc, les gens étaient très curieux. Donc, la mobilisation citoyenne, pour moi, ça n'a pas été un problème. Charlotte pourra vous préciser. Ce qui a été vraiment, par contre, beaucoup plus compliqué, c'était effectivement la mobilisation politique, la sensibilisation politique. C'est des choses que certains politiques ne sont pas forcément habitués. Et c'est vrai que ça a été plus compliqué, d'où notre volonté aussi de lancer un premier budget qui était relativement, 200 000 euros, c'est beaucoup, et en même temps, pour une ville avec un budget de 280 millions d'euros, c'est pas tant que ça. C'est quelque chose qui était, voilà, c'était une expérience, une expérimentation. Et donc, tout le monde a joué le jeu avec ses craintes et ainsi de suite. Et vu que ça s'est très, très bien passé, qu'il y a eu beaucoup d'engouement et un vrai attrait des citoyens, on a fait la preuve que c'était quelque chose, une voie sur laquelle il fallait s'engouffrer. Et aujourd'hui, on a ouvert la porte à beaucoup d'autres opportunités. Voilà, et on va y aller par étapes. Le but étant, j'estime à titre personnel que le budget participatif est quelque chose qui peut se déployer et on peut aller très très loin avec et on peut vraiment construire, vraiment finir par co-construire. Vous parliez de co-construction, co-construire des politiques publiques. On va co-construire le budget. On va commencer par co-construire des projets ensemble. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui est très important aussi qu'on a découvert à travers le budget participatif, c'est qu'il y a une réelle expertise des citoyens et qu'il y a vraiment beaucoup l'intelligence collective, elle s'exprime fortement à travers le budget participatif. Charlotte vous a dit tout à l'heure qu'il y avait eu un certain nombre de projets, je ne sais plus le chiffre, mais 167 projets. Il y en a un certain nombre qui ne sont pas passés au vote. Pour la simple et bonne raison, c'est que les idées étaient tellement bonnes et tellement j'ai envie de vous dire, incontournable, évidente, que le maire les a validées immédiatement sur un budget autre que les 200 000 euros. Et on a prévenu les personnes qui étaient enchantées de voir que leur projet était tout de suite pris en compte.
Et ça nous a permis de déployer plein de choses sur la ville qui étaient toutes simples et pourtant très efficaces. Est-ce que vous Voilà. pouvez donner quelques exemples, Laurent? C'était sur des agrès connectés. Alors, alors là, il faudrait que je retrouve, mais il y avait beaucoup de sujets qui concernaient des petits secteurs. On avait des projets concernant les marchés de la ville, les indications. On avait des projets concernant… L'éclairage public, ce genre de choses alors, l'éclairage public, c'est certainement Alors ça, par contre, il a fait l'objet du vote. Alors, le maire l'avait trouvé évident, mais il avait souhaité quand même le mettre au vote, même s'il avait estimé qu'on le mettrait en place, même s'il n'était pas voté, c'est qu'il voulait voir comment la population réagissait. Et effectivement, ça a été le sujet, ça a été le projet qui a obtenu le plus d'adhésion, qui était de mettre en place un éclairage urbain intelligent qui permettait effectivement que la nuit, les lumières s'éteignent et quand une voiture passe ou un piéton passe, la lumière se met en fonction et ça permet de faire des économies importantes. Alors évidemment, c'est le projet qui paraissait tellement évident qu'il a obtenu beaucoup de votes positifs, et donc il a été, je crois, en première position. Mais c'est surtout que ce budget qu'on avait estimé pour une rue en matière d'expérimentation, que ça nous avait coûté 35 000 € pour l'éclairage d'une rue, aujourd'hui, c'est rentré dans un développement sur l'ensemble de la ville. Et sur l'année 2020, c'est 500 000 € qui ont été débloqués pour développer ce même éclairage urbain, mais sur l'ensemble du territoire. Et sur un projet pluriannuel, c'est sur l'ensemble de la ville, sur tous les axes qui ne sont pas prioritaires, que cet éclairage va être développé. Donc, c'est vraiment l'exemple type du projet qui part d'une idée de citoyen et on en fait une vraie stratégie et qui aboutit en plus sur quelque chose qui nous permet d'être écologique, qui nous permet de faire des économies en plus. Donc, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est l'exemple parfait de la réussite d'une idée d'un budget participatif. Et puis qui a aussi réussi à faire sentir aux politiques tout l'intérêt de la démarche, j'imagine. Exactement. En interne. Ouais. Exactement. Juste pour compléter, Mélissa, par rapport à ce qu'a dit Laurent, là, au niveau de la communication et le fait qu'on ait réussi à mobiliser énormément de rues en fait, au niveau de la communication, on a opté pour une communication par étape. En fait, chaque étape avait sa propre communication. Et du coup, sur l'affichage, etc., les gens savaient dans quelle étape on était. L'annonce du budget participe qui va commencer à telle date. OK, on passe dans la phase de dépôt de projet. Donc, si vous voulez déposer un projet, c'est maintenant, allez-y. Après, on passe dans la phase, OK, on est en train d'analyser vos projets, etc. Donc, en fait, ça permettait aussi de raccrocher des rues à n'importe quelle étape du budget participatif. Ils n'avaient peut-être pas déposé de projet, mais ils ont vu que c'était le moment de voter pour des projets. Donc, on les raccrochait à ce moment-là. Ils venaient voir les différents projets qui étaient sur la plateforme et ils participaient en votant. Donc, vraiment, c'était une communication importante et par étapes, quoi. Et sur l'étape, il me semble dans la discussion de préparation qu'on a pu avoir, la communication sur le suivi de la mise en place, par contre, a été plus difficile. Pour vous, c'était peut-être l'oublié de la communication. Oui, et c'est une des erreurs qu'on a faites et je pense qu'on ne refera pas la même. Bon, clairement, on a été un peu coupé dans notre élan aussi avec le Covid. On a eu énormément de projets qui se sont venus greffer, etc. Et donc, du coup, je pense qu'on aurait pu être optimisé et être beaucoup plus performant sur la communication de suivi des projets. On en a fait au début quelques-uns sur les premiers projets qui sont sortis. Donc voilà, ça a bien plu, et les gens venaient voir, etc. Du coup, il y a des projets qui ont mis un peu plus de temps à se mettre en place. Et donc, du coup, au niveau du suivi, je pense qu'on aurait pu être plus performant. Et c'est une des erreurs qu'on retient et qu'on ne refera pas sur le prochain budget participatif. Là-dessus, Julie, tu as de l'expérience, c'est commun de un peu cette partie-là. Oui, c'est vrai que, je suis assez d'accord avec vous, c'est très important de bien séquencer la communication pour essayer de raccrocher des personnes qui auraient peut-être, en effet, qui seraient peut-être passées à côté de la première salle de communication. Donc ça, c'est une très bonne pratique, je pense, de pouvoir en effet bien séquencer la communication et avoir un rythme finalement dans cette communication. Et après, en effet, oui, c'est assez primordial de prévoir également la communication sur le suivi des projets,
voilà, d'informer en fait les habitants où en sont les projets qui ont été votés, qui ont été retenus, voilà, où en est le déroulement. Et il y a aussi, une fois que les projets sont terminés, une fois que, par exemple, voilà, je pense à un exemple, je ne sais pas, un projet de jeu pour enfants, de tyrolienne pour enfants dans un parc, par exemple, typiquement, et bien après de pouvoir aussi, à côté de cet équipement, et bien, indiquer un petit panneau explicatif pour dire que cet équipement a été mis en place grâce à la démarche de budget participatif, a été proposé par telle personne, si la personne souhaite éventuellement, voilà, ça permet de personnifier aussi un petit peu la démarche et de montrer à voir aux habitants. Donc ça, c'est, je pense à la commune de Floirac en Gironde qui a travaillé là-dessus, mais il y a plein d'autres villes aussi qui ont mis en place, voilà, cette communication derrière pour voilà, présenter les équipements de la ville qui ont été mis en place grâce à ce budget participatif et grâce à des idées de citoyens. Et en retombant sur, je regarde les questions de nouveau, je vois qu'une question à laquelle on n'a pas forcément répondu, c'est la question toujours de la mobilisation, mais plutôt des services des agents. Elle revient par plusieurs personnes. Et en fait, ça nous ramène peut-être aussi à ce défi des ressources associées à la mise en place d'un budget participatif en interne, puisqu'on sous-estime souvent le temps de travail associé en interne. Donc, est-ce que vous voulez, Laurent, Charlotte, partager un peu quelques mots là-dessus? Nous, la chance que nous avons eue, c'était que la personne qui était la plus mobilisée au niveau de la ville sur ce budget participatif et qui y croyait, c'était notre maire, tout simplement. Donc, à partir du moment où le maire a la volonté, on a eu une grande réunion de préparation avec les différents directeurs généraux et directeurs de service. Et à partir de ce moment, où le cadre est lancé et qu'il y a un vrai engouement, derrière, ça suit. On n'a pas eu de soucis à ce niveau-là. C'est vrai que ça a demandé beaucoup de travail, surtout que nous avons nous-mêmes étudié les différentes idées pour en faire des vrais projets. Donc, ça a demandé un peu de travail, mais ça a été assez intéressant. Même les services techniques qui étaient les plus réticents au début, parce que ça leur a donné beaucoup de travail, se sont rendus compte qu'il y avait un vrai intérêt et que ça leur a donné, eux, des projets qui étaient plutôt sympathiques à creuser. Donc, non, là-dessus, on n'a pas eu de soucis, mais encore une fois, parce que c'est venu d'en haut. Si c'était venu de notre direction sans avoir l'appui fort de l'autorité territoriale, ça aurait été plus compliqué. Donc, portage politique fort. Exactement, fort, oui. On Et voit, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais quand même important, hein, c'est rentré dans le programme politique de notre maire qui a été réélu. Voilà, le budget participatif fait partie des choses qui font partie du programme. Donc, c'est que vraiment, c'est devenu un argument, je vais dire, important de fonctionnement pour la ville. Si je peux me permettre, Mélissa, en effet, le gros enjeu de la mise en place des budgets participatifs, on le voit en effet, c'est le temps que ça prend pour les services de mettre en place en effet ce budget participatif. On a reparlé des différentes étapes précédemment, mais en effet, ça demande un investissement des équipes et des agents qui est important. Et au-delà de l'investissement en temps, c'est aussi une autre façon en fait de travailler. Et ça, c'est pas négligeable non plus à avoir en tête, parce que là, on est quand même sur une situation où potentiellement, il va y avoir des projets proposés par les habitants et qui vont avoir un impact derrière sur le fonctionnement du service, puisque le service va devoir, et les directions vont devoir mettre en œuvre ensuite derrière ces projets. Donc, c'est en fait, on est sur, on est sur de la co-construction de politique publique avec un lien élu, agent, habitants, eh bien, qui est un peu différent du coup, pour le coup, parce que les habitants sont vraiment là au cœur de la construction de politique publique. Donc voilà, même la question de la posture est pas, voilà, et change un petit peu, et agents et habitants voilà, doivent travailler finalement ensemble sur ce volet, parce que derrière, sur des projets comme ça, ça doit faire partie ensuite des feuilles de route des directions, etc. Il y a là-dessus, j'ai la ville de Rennes qui
qui a travaillé d'ailleurs sur cette culture de la participation, qui travaille beaucoup là-dessus pour intégrer tout ça dans les services et qui a formé des agents et qui a désigné au sein de différentes directions des agents spécifiques, dédiés, référents, chargés en fait du suivi des projets qui ont été retenus via le budget participatif. Donc, c'est aussi un moyen derrière de retravailler en effet cette approche au sein des services en intégrant un peu plus directement le fait que les habitants proposent des projets et que ça a un impact derrière, voilà, sur les services. Et Voilà, c'est allez-y, Laurent. c'est ce que nous avons fait aussi. Effectivement, Très bien. c'est important, mais un argument supplémentaire qui peut aider les différentes collectivités qui veulent mettre en place ces budgets participatifs, c'est qu'on a tous la volonté d'innover dans les différentes directions. Et souvent, des fois, nos services, nous, étaient un peu essoufflés, puisqu'on a du personnel qui est là depuis un petit peu de temps. Et justement, l'intelligence collective dont je parlais tout à l'heure a fait émerger des axes vraiment très innovants dans le fonctionnement de nos différentes directions. Et c'est assez apprécié de la part des agents. Oui, ça m'étonne pas. C'est aussi un nouveau souffle, c'est une nouvelle façon de travailler aussi. Donc, je pense que il faut le présenter comme ça aussi aux équipes qui peuvent peut-être avoir des réticences. C'est aussi un moyen, voilà, de s'ouvrir sur d'autres réflexions. Après, voilà, il faut l'encadrer, il faut quand même réussir à mettre les agents dans des bonnes conditions aussi pour intégrer ce nouveau mode de fonctionnement également. Mais je vous rejoins, en tout cas, les collectivités en général font le même constat que vous et au final voient le positif dans ce travail-là. Si parmi les personnes qui nous écoutent, vous avez davantage envie de creuser la question, en plus, Julie, tu as prononcé le mot réticence lors d'un précédent webinaire avec Patrick Nuremberg et Yann Ombrello. Patrick, je vois qu'il est dans les participants puisqu'il pose des questions. On a vraiment creusé cette question-là de la formation interne, des façons aussi de changer de logiciel, vraiment, au sein des équipes pour pouvoir travailler. Et ça touche aussi à cette possibilité transformative du budget participatif, puisque somme toute, le budget participatif, c'est une certaine enveloppe marketing pour faire de la participation citoyenne, pour transformer les façons de faire et de construire la ville. Et donc là, j'ai envie de vous inviter à réfléchir à cet aspect-là. Si Simon n'a pas quelques questions encore très pratico-pratiques, entre guillemets, sur les défis associés à la mise en place des budgets participatifs. Non, je pense qu'une des grandes questions, c'est justement la mobilisation, mais vous avez répondu. Alors, j'ai vu passer une question liée à la fraude, je ne la vois plus là. Ah oui, sur le vote, c'était quand vous votez en papier et sur la plateforme, comment est-ce que vous empêchez justement un vote double? Il n'y avait pas de papier, nous, en fait. On a expliqué tout à l'heure, on est passé par la blockchain, un service d'Orange qui, justement, nous a coûté une perte de beaucoup de personnes parce que c'était une application un peu compliquée où il fallait rentrer sa carte d'identité, etc. Et donc, du coup, voilà. Donc, il n'y avait pas de vote papier, donc le double vote n'était juste pas possible. Sur ce point-là, il y a certaines collectivités qui, quand ils organisent des votes en papier, partent des listes électorales, en fait, voilà. Et du coup, demandent la pièce d'identité, en fait, des personnes pour identifier, voilà, les personnes qui ont voté pour faire en sorte qu'elles ne votent pas deux fois. Voilà. Ça, c'est des exemples. OK. Sinon, Simon, on est bon sur les questions conseils? Je vois qu'il y avait une question sur quelle ville a communiqué via l'humour. Je peux juste répondre, c'est la ville de Lanester. Vous pouvez aller voir les affiches qui sont assez sympathiques. Voilà. Super. Alors, je vous invite à nous partager, Laurent et Charlotte, vous l'avez déjà un peu fait, qu'est-ce qui a changé dans votre perception en interne, au niveau politique, et où est-ce que vous avez envie d'aller aujourd'hui, après cette première expérience de budget participatif en 2019, sur la prochaine édition? Alors, ce qui a changé déjà, tout simplement, c'est qu'on est passé à 30 000 Waiwa qui fréquentent la plateforme. On est passé à 7 500 adhérents qui viennent régulièrement, des gens qui se sont, pour la plupart, inscrits dans une réserve citoyenne. On a 1 700 réservistes. On a des gens qui se sont engagés à travers ce budget participatif. Donc, vous imaginez un peu le poids politique que peut avoir de tels chiffres. Eh ben oui, du coup, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, la participation citoyenne a un vrai poids dans les décisions et dans le politique.
Ça a vraiment changé. Ça, c'est au niveau global. Donc, on a une vraie écoute et des vrais moyens qui sont mis à notre disposition. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que ça a entraîné, alors ça fait partie de d'autres dispositifs que nous avons mis en place, mais ça a entraîné une vraie implication des citoyens, une confiance qui s'instaure. Ça a vraiment aidé dans la confiance de nos citoyens vis-à-vis de nos politiques et de la municipalité et même des services de la ville. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une volonté d'interagir, de collaborer. Donc ça, on l'a vraiment ressenti après ça. Donc du coup, aujourd'hui, on est en train de travailler justement pour capitaliser sur cette confiance et sur cet investissement citoyen, cet investissement des citoyens. Et c'est les orientations que nous allons prendre. Ça, c'est du côté de la population. Du côté de nos élus, énorme changement. Voilà, aujourd'hui, le budget participatif a permis, alors le budget participatif et la plateforme J'aimerais je participe, parce que les deux ont participé à cela, c'est vraiment, ont levé un certain nombre de craintes de la part de nos élus qui ont vu déjà l'intérêt de s'appuyer sur l'expertise et l'intelligence collective, mais a fait aussi sauter certains freins qui étaient de se dire, attendez, le fait de partager entre guillemets la décision pouvait être problématique. Ben non, quand c'est cadré justement, quand ce n'est que de l'aide à la décision elle finit toujours par être décidée par le politique en bout de course. Donc voilà, ça a changé, ça a fait sauter des freins. Et aujourd'hui, on est vraiment rentré dans une collaboration avec les différentes délégations de la ville et on avance vraiment à vitesse grand V dans les nouvelles orientations politiques que nous prenons. Donc aujourd'hui, ça nous a permis d'ouvrir des portes, ce que je vous disais. La première édition nous a permis d'accrocher. Aujourd'hui, on va aller dans des budgets participatifs qui vont être plus ciblés. Je vais vous donner un premier exemple. Aujourd'hui, je pense que ça va être le cas de beaucoup de villes. On a bien senti et on l'a vu dans nos participations sur les différents thèmes, qu'il y a un thème qui était très porteur, c'était le développement durable, l'écologie, mais c'est évident, c'est un petit peu le courant. Aujourd'hui, notre budget participatif, l'orientation que nous souhaitons lui donner, c'est ça. C'est-à-dire, dans un premier temps, mettre un budget participatif qui soit thématique. C'est ensemble, changeons Rueil, faisons évoluer Rueil pour protéger aussi la planète. Voilà, on va se mettre le budget participatif sur cette thématique du développement durable et toutes les idées qui peuvent aider la ville à se mettre à niveau au niveau du développement durable. Ça, c'est le premier axe qu'on a déjà acté et que nous allons prendre. Il y en a un deuxième, c'est qu'on va faire des petits de ce budget participatif, c'est-à-dire que nous allons mettre en place ce que nous appelons, nous, des ateliers citoyens, qui sont en réalité des petits budgets participatifs, c'est-à-dire sur des thématiques, des problématiques que nous rencontrons sur la ville. Je vais vous en donner un, entre guillemets, c'est la lutte contre les incivilités du quotidien, les dépôts sauvages. Eh ben, la ville, on n'arrive pas, ça fait 10 ans qu'on est sur cette thématique et qu'on n'arrive pas à le débloquer. Eh ben, on va travailler sur un atelier citoyen avec tous les gens qui sont intéressés pour travailler sur comment, en y mettant un budget, et voir derrière ce qu'on peut en sortir comme projet qui peut faire avancer les choses. Et en travaillant dessus, ça permet aussi de sensibiliser les gens sur cette problématique. Donc, c'est un petit que nous faisons par rapport à ça. Et enfin, pour finir, et ça on en avait discuté, mais ce ne sera pas à l'horizon 2020, 2021, 2022, 2023, mais c'est effectivement finir par co-construire ce fameux budget de la ville avec les citoyens. Voilà, c'est les orientations que nous avons et on y croit aujourd'hui. Merci Laurent, ça donne envie quand il y a autant d'assurance dans la prise en compte de la parole citoyenne et puis la volonté de s'améliorer. En fait, ce que j'entends beaucoup, c'est la question de la continuité, puisqu'une critique qu'on fait souvent au budget participatif, c'est on en met plein les yeux aux habitants pendant un délai court, puis ça s'arrête soudainement, et puis tout recommence comme c'était avant pendant le temps on doit, voilà, le temps d'attendre la prochaine édition. Et je crois que Julie, tu as quelques petites choses à partager à ce sujet-là. Oui, je pense qu'en effet, alors du coup, l'exemple de Ruelle est assez intéressant. En effet, je pense que le budget participatif, il ne faut pas le voir comme une fin en soi. C'est un levier, c'est un outil. Donc, si c'est la première fois que vous le mettez en place, eh bien, c'est déjà voilà, une très bonne étape puisque, comme vous le disiez, Monsieur Davrincourt, en fait, ça permet vraiment à la fois pour les élus, mais
pour les habitants, eh bien, de se mettre dans une nouvelle dynamique et donc d'inculquer cette culture de la participation donc dans la construction de politiques publiques. Donc déjà, c'est une première étape qui est très importante, mais sachez que voilà, il ne faut pas le voir comme une fin en soi. C'est un outil au service d'une approche en fait plus globale d'implication de la participation citoyenne dans la construction des politiques publiques. Et donc c'est ça qu'il faut vraiment travailler, puisque ça demande un changement en fait. Vous l'avez évoqué, pour les élus, pour les services, voilà, même pour les citoyens finalement, pour les citoyens qui parfois, je vous le disais, se sentent pas forcément légitimes de proposer un projet, une action, mais qui sont curieux et qui sont intéressés. Donc ça, on voit que c'est vraiment l'avenir là du budget participatif qui va permettre en effet, alors, soit de se centrer sur, en effet, certaines thématiques. Il y a certaines villes qui ont déjà, pour leurs différentes éditions, ont en effet fait des focus sur des thématiques particulières, l'environnement, l'éducation. Voilà, ça, c'est des exemples. La santé, par exemple. Voilà, c'est des choses qui se font. Et puis, et en effet, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter uniquement au budget participatif et de faire en sorte qu'il fasse, comme vous disiez, j'aime bien l'expression, faire des petits. C'est ça, c'est faire en sorte que dans la construction et dans vos réflexions au quotidien, vous intégrez cette culture de la participation citoyenne, donc en organisant en effet des petits ateliers de réflexion avec les habitants, par exemple. Je pense à la ville de Bègles, pareil en Gironde également, qui a proposé des ateliers citoyens sur l'accès aux services publics. Il y avait une question, comment on peut améliorer l'accès aux services publics sur la ville? Et donc, il y a eu des petits ateliers citoyens comme ça qui se sont organisés avec un budget aussi dédié. Donc, voilà, ça, c'est un exemple de petits, en effet, budget participatif sur des enjeux bien ciblés, mais qui, en impliquant les habitants, en impliquant les services et les élus, eh bien, vous permettent voilà, d'être sur cette dynamique de construction, de co-construction de politiques publiques. Donc, c'est en effet pertinent et derrière ce budget participatif, avec un outil comme une plateforme, par exemple, c'est un bon moyen au quotidien, en dehors vraiment de la période budget participatif en tant que tel, c'est un bon moyen au quotidien de solliciter les habitants sur est-ce qu'il vous semblerait pertinent de mettre telle ou telle action, projet en place. Voilà, cette boîte à idées ouverte en continu est aussi une bonne chose. Et donc la plateforme, tu pourras en reparler, Mélissa, mais le permet en continu. Donc voilà, dépasser l'outil budget participatif pour l'inculquer vraiment et l'infuser dans le fonctionnement de vos services et la construction de vos politiques publiques. C'est l'ambition, en tout cas, qu'a lancé cet outil de budget participatif. Et une dernière petite chose de notre côté, on se met aussi à travailler, et je pense que c'est aussi un axe qui peut être intéressant pour les différentes villes, c'est de trouver comment cofinancer ce budget participatif. Oui. Voilà, chercher des financements privés, des entreprises ou autres. On a plusieurs idées pour ça qu'on va tester sur le prochain budget. Mais voilà, je pense que c'est aussi un axe de travail qui peut être très intéressant de travailler sur ce cofinancement. Il y a cette question aussi éventuellement d'envisager les économies potentielles réalisées sur les gestes du quotidien. Alors, vous dévoilez tout là, Mélissa. Oui, notre idée, c'est de se dire, puisqu'on réussit à accrocher beaucoup de monde sur le budget participatif, c'est de réussir à se dire, écoutez, la ville dépense de l'argent lié à des incivilités au quotidien. Ce que propose la ville, c'est de changer les comportements et les économies qui seront effectuées grâce à la mobilisation citoyenne dans le bon sens, ces économies, on les réinjectera dans le budget participatif. Donc là, on est sur un budget participatif et éco-citoyen. Donc on est dans la boucle et on arrive vraiment à avancer comme ça. C'est une question doublement incitative. Et puis, il y a un volet que j'aurais aimé que vous touchiez aussi, peut-être Charlotte, c'est cette partie solidarité, réserve civique qui a été créée sur la plateforme de Rueil en 2020 à l'occasion du premier confinement. On a été assez surpris de voir la façon dont les Rueillois se sont saisis de la fonctionnalité volontariat et la façon dont vous avez pu orchestrer vraiment la solidarité sur la ville pendant cette période, si vous voulez nous en parler un petit peu plus. Oui, tout à fait. On est très sollicité sur ce sujet-là en ce moment par différentes collectivités.
Tout simplement, on a essayé de mobiliser un maximum de personnes suite à cette crise sanitaire. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes voulaient aider. Et donc, la semaine qui a suivi le premier confinement, en mars, on s'est dit qu'on allait construire une réserve citoyenne qui est différente de la réserve communale, hein, parce que des fois, il y a certaines personnes qui peuvent faire l'amalgame entre les deux. Donc, une réserve citoyenne. Donc, on a fait et on partait de rien, on ne savait pas sur quoi on se lançait. On a créé un formulaire très rapide avec nom, prénom, âge, adresse mail pour pouvoir les contacter, etc. Et on les a mobilisés sur différentes missions. Donc, au départ, c'était sur les marchés, la sécurisation des marchés, parce que les marchés allaient fermer, donc il fallait faire des protocoles à respecter pour pouvoir garder nos marchés ouverts. Donc, on a sollicité les citoyens et de là, on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement énorme autour de cette réserve citoyenne qui actuellement regroupe plus de 1600 personnes. Et donc, du coup, voilà. Et donc, on a utilisé la plateforme J'aime, voyage, je participe, qui était tout naturellement l'outil prédisposé pour ça, hein, clairement, puisque c'est un outil de démocratie participative citoyenne, et c'était naturellement qu'on allait le mettre là-dessus. Et c'était effectivement le point de rencontre de ces personnes. Ils savaient où aller directement pour rejoindre cette réserve citoyenne. Et donc, du coup, on l'a mis en place sur J'aime, voyage, je participe. Et ça a très bien fonctionné. Actuellement, elle est toujours active, puisque on est toujours dans un contexte Covid, mais on a aussi l'ambition de la faire perdurer dans le temps. Donc voilà, on a eu énormément de missions pendant le confinement. Ça a été jusqu'à la confection des masques en tissu. 30 000 masques, Ça a été à la distribution, pardon. 30 000 masques confectionnés, quelque chose comme ça. 80 000. 80 000. 80 000, j'ai pas. Non. On n'en a pas confectionné 80 000, on en a distribué 80 000. Et effectivement, les 80 000 masques distribués sur la ville ont été distribués par la réserve citoyenne. Mais nous, on en a fabriqué effectivement 30 000 par des couturières bénévoles qui, justement, ont répondu à des appels à projets sur la plateforme pour pouvoir, vous êtes couturière, vous pouvez nous aider à construire des masques. OK, elles ont répondu. On a eu 280 personnes bénévoles, justement, par rapport à ce projet-là. Et puis, en fait, il y a toute une chaîne qui s'est montée avec des réservistes, tout un processus. On a demandé si les gens avaient des tissus. Donc, on avait des tissus conformes, hein, etc., des élastiques. Et puis, on a fait tout un maillage comme ça, comme si c'était des petites abeilles. En fait, on a créé une petite fabrique citoyenne. Et puis, on a récolté les tissus, les élastiques. On a eu nos couturières, on ramené les tissus, tout ça par les réservistes. Hein. Les tissus aux couturières qui ont confectionné des masques chez eux grâce à des machines qu'elles avaient ou qu'on leur a prêtées par la municipalité. On a récupéré les masques, on les a mis sous pli, sous enveloppe, puis on a fini par les distribuer dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, et tout ça grâce aux réservistes. Donc voilà, c'est une vraie fierté sur la ville. Grâce à la notoriété que vous aviez pu développer sur la plateforme grâce au budget participatif. Donc, c'est là où on voit aussi que tout est imbriqué. Quand on a des actions comme ça qui sont très fortes, on arrive ensuite à embarquer les gens dans des actions auxquelles on n'aurait pas pu penser sans cette première brique-là qui affirme le fonctionnement collaboratif de la ville avec les habitants. Tout à fait. Je rajoute qu'il y a aussi d'autres exemples, en effet, de collectivités qui ont laissé ouvert aussi, une fois que les projets avaient été votés dans le cadre d'un budget participatif, ils ont laissé ouvert la possibilité pour les habitants qui le souhaitaient de participer à la réalisation concrète du projet. Et ont été surprises puisqu'il y avait en effet, grâce à l'émulation qui s'était produite autour de ce projet, des habitants volontaires qui se sont proposés pour aider par exemple sur un projet de fleurissement d'un quartier, qui se sont proposés d'aider à la réalisation de ce projet. Donc là, c'est des exemples assez intéressants où habitants et services du coup travaillent ensemble. C'est pour le bien commun pour le coup. Mais c'est beaucoup plus facile si on a été en tant que citoyen investi dès le début et qu'on comprend le pourquoi du comment, et on se retrouve ensuite à planter des arbustes dans un parc qu'on a c'est ça. C'est vrai que ça change complètement cette relation producteur-consommateur qu'on pouvait avoir. On positionne vraiment en fait le citoyen comme acteur de sa ville en fait, et on voit la demande aussi de plus en plus des citoyens
d'être dans cette position-là aussi. Donc voilà, c'est important via ces outils de pouvoir leur donner cette place d'acteurs et d'actrices de la ville, puisque c'est aussi derrière un moyen de voilà, travailler ce bien vivre ensemble aussi, hein, au quotidien. Oui, cette confiance en fait qu'on leur donne, Mm. cette confiance, cette espèce de notoriété, ils ont l'impression, ils ont un sentiment d'appartenance qui est très important Mm. et de reconnaissance. Mm. Nous, on le voit justement par rapport à la réserve citoyenne, c'est quelque chose de bête, mais on a fait des chasubles avec le logo de la ville, avec réserve citoyenne. Et aujourd'hui, quand on fait des missions, bah, chaque réserviste, on leur donne un chasuble et ils sont hyper fiers de se balader avec ce chasuble réserve citoyenne. J'appartiens à la réserve citoyenne, quoi. J'aide ma ville, j'aide la collectivité sur des missions qui sont solidaires, etc. Et c'est hyper valorisant pour eux. Et voilà. C'est un joli partage d'expérience en tout cas. Merci beaucoup pour tous ces éléments-là. On va peut-être bientôt clôturer avec quelques questions de la fin. Simon, est-ce qu'il y en a qui te paraissent pertinentes pour... Je pense quelques questions qu'on n'en a pas répondu. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le vote encore. Enfin, donc on a déjà répondu à certaines, mais notamment sur le fait. Donc, vous avez dit que certains projets étaient directement approuvés par le maire, et donc il y en a certains qui s'interrogeaient est-ce que ça ne dévalue pas d'autres projets qui sont soumis au vote. Je pense une question peut-être liée à ce que Julie avait dit sur les listes électorales. Est-ce que du coup, ça n'exclut pas certaines personnes, que ce soit les étrangers ou les mineurs, qui sont du coup pas sur les listes? Ou également, si vous faites des budgets participatifs par quartier ou des projets par quartier, est-ce que aussi vous cherchez à avoir, enfin, vous permettez seulement aux habitants de ce quartier de voter? Voilà, juste quelques précisions. Toutes ces questions-là, finalement, ça revient à la complexité d'un budget participatif et à la myriade de choix qui sont possibles de faire à chaque étape. Il n'y a pas un budget participatif qui ressemble parfaitement à un autre. Et il y a presque un arbre de décision à tracer, je pense, hein, quand on réfléchit à sa stratégie. Et puis ensuite, on fonctionne par itération, comme vous l'avez vu hein, sur Way. De toute façon, le budget participatif 2021 ou 2022 ne sera pas le même que celui de 2019. Donc, voilà, c'est des choses qu'on teste et qui évoluent au fil du temps en fonction du contexte, des objectifs, des possibilités, des ressources. Donc, je ne sais pas s'il y a une réponse unique à toutes ces questions-là, peut-être pour ne pas rentrer dans le détail concret, mais on peut éventuellement discuter. Si vous faites partie d'une collectivité, vous vous posez ces questions-là, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes intéressé par l'accompagnement aussi KPMG sur cette partie plus stratégique ou mise en place d'un pilotage, d'un accompagnement à la mise en place de démarches de participation, n'hésitez pas. Si vous vous intéressez à de la formation, de l'acculturation des élus et des agents sur la participation citoyenne, on a aussi un réseau de coachs formateurs spécialisés sur le sujet. Donc, voilà. Sur tous ces petits aspects-là, je vous invite à me recontacter juste après par mail pour qu'on puisse Oui, discuter de tout votre... à fait. C'est difficile de répondre à toutes les questions du coup, mais c'est pareil. Je suis disponible pour répondre donner des exemples en tout cas de comment certaines villes se sont positionnées. Mais comme voilà, tu disais, Mélissa, il y a vraiment une disparité. Voilà, les villes ont chacune leur fonctionnement. L'enjeu, c'est de bien vous poser toutes les questions nécessaires pour définir en effet le cadre. Et après, voilà, c'est des positionnements. Vous pouvez vous inspirer aussi. Je peux aussi vous transmettre des exemples de collectivités et du positionnement d'autres collectivités voilà, sur tous ces sujets, que ce soit sur le montant, sur les modalités de vote. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire là-dessus. Voilà. Je peux juste préciser par rapport à la question concernant le choix que le maire a fait de prendre certains projets et sortir. Juste pour vous dire que les projets qui sont sortis, que le maire a mis d'office, ce sont des idées qui étaient des choses qui étaient du régalien, qui étaient du quotidien. Donc, du coup, ils ont été pris en charge et on l'a expliqué aux différents interlocuteurs et ça n'a pas été pris sur l'enveloppe des 200 000 euros. Donc, ça n'a posé aucun problème. Au contraire, les gens étaient plutôt satisfaits que ces projets-là puissent se faire en plus. Oui, bien sûr. Et ça me vient aussi une petite remarque, c'est de bien aussi, quand les projets ne sont pas retenus
pour des questions de recevabilité aussi, parce que voilà, ils ne conviennent pas dans le cadre. C'est important de bien justifier les choix, parce qu'en fait, un citoyen peut comprendre en effet quand une justification est donnée, hein, pour quelle raison. Mais souvent, on oublie la justification et l'explication. Et c'est primordial d'expliquer pourquoi voilà, tel projet n'a pas été retenu ou n'est pas recevable. Voilà, ça c'est important. Tout à fait. Et à tous ceux qui sont encore connectés aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est encore plus de 90. À Laurent, Charlotte, Julie, Simon, un grand merci. Merci pour Merci à vous. Merci à vous. Je pense que la discussion n'est pas vraiment clôturée, qu'il y a tout un tas de sujets à poursuivre. Ce que je vous propose, et je vais vous partager mon email, pour de toute façon tous les inscrits l'ont, c'est de concentrer, récolter les questions et de les adresser de façon raisonnable à nos intervenants pour vous faire un retour groupé si vous en avez d'autres. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos questions pour les différentes personnes. Voilà, c'est un sujet qui va faire encore couler beaucoup d'encre. On est en début de mandat, donc tout est encore possible. On peut lancer des initiatives. C'est un bel objet qui parle tout à fait aux citoyens, le budget participatif, pour impulser une démarche. Donc, on vous fait confiance pour transformer encore un peu plus la France à petits pas. C'est la méthode Kaizen de Rueil qui fonctionne pas mal finalement. Et on reste à votre disposition si vous avez des questions plus précises sur vos collectivités. Voilà, c'est possible d'avoir peut-être des questions un petit peu plus ciblées sur votre expérience à vous, votre collectivité à vous. Donc voilà, n'hésitez pas, on est disponible. Merci. Un petit au revoir collectif. Merci à vous. Au À revoir. bientôt, merci. Bonne J'ai journée. pas parlé du rapport d'impact, mais je vous l'enverrai par mail. Ah oui. Au revoir. Au Au revoir. revoir.